Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Jarry, je suis conseiller environnement à la Maison Paris Nature. Bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter comment font les oiseaux pour s'adapter à cette période difficile qu'est l'hiver. Nous allons voir la bibliographie, indispensable pour en savoir plus sur les oiseaux, un petit rappel de ce qu'est un oiseau, quelles sont les méthodes utilisées par les oiseaux pour vivre en hiver, et nous finirons par un passage en revue de quelques espèces que l'on peut rencontrer en hiver à Paris. Bibliographie. J'en profite pour vous rappeler que la Maison Paris Nature abrite une bibliothèque municipale spécialisée sur la nature. Tous les ouvrages sont empruntables et consultables sur place, gratuitement. Le livre incontournable à consulter pour savoir identifier les oiseaux reste le guide Ornitho. Pour les spécialistes, vous pouvez aller plus loin avec le guide expert de l'ornitho, mais c'est très pointu. Enfin, un livre que je viens de découvrir et que je trouve génial, c'est À la découverte des oiseaux, de Frédéric Giguet du Muséum national d'histoire naturelle. Petit rappel, nous allons faire un petit peu d'ornithologie. Qu'est-ce que ça signifie? Ornitho signifie oiseau, logie, la science. Donc l'ornithologie, c'est la science qui étudie les oiseaux. Qu'est-ce qu'un oiseau? Un oiseau a forcément un bec, même si d'autres animaux peuvent en avoir, comme l'ornithorynque. Un oiseau pond forcément des œufs, même si d'autres animaux pondent des œufs, comme l'ornithorynque. Un oiseau a forcément des plumes, comme personne, puisqu'il n'y a que les oiseaux qui ont des plumes. Il existe 3 sortes de plumes. Les plumes de vol, pour les oiseaux qui savent voler. Elles ont des barbules bien soudées pour pouvoir appuyer sur l'air, comme si vous aviez les doigts joints pour pouvoir avancer dans l'eau. Les plumes de couverture, qui servent de ciré. Les barbules sont aussi bien soudées pour imperméabiliser l'animal et le protéger du vent et de la pluie. Enfin, les plumes de duvet qui servent de pullover. Les barbules sont cette fois tout ébouriffées pour emprisonner un maximum d'air qui servira à isoler l'oiseau du froid. Comment les oiseaux s'adaptent-ils aux conditions climatiques de l'hiver? Le manque de nourriture. En hiver, les oiseaux doivent faire face à un manque de nourriture. Certains vont donc migrer. C'est le cas de l'hirondelle rustique, qui est un oiseau insectivore. Vous aurez remarqué qu'en hiver à Paris, nous n'avons pas beaucoup de moustiques. Les hirondelles vont donc parcourir jusqu'à 6000 km en Afrique pour trouver de la nourriture en plus grande quantité. D'autres insectes vont changer de régime alimentaire, comme le merle noir, qui, au printemps, à la belle saison, est plutôt insectivore, et en hiver, est plutôt granivore frugivore. D'autres espèces vont pallier au manque de nourriture en faisant des réserves en automne. C'est le cas du jet des chênes, qui, comme l'écureuil, va cacher des graines dans l'herbe, sous les mousses, au pied des arbres, pour les manger plus tard. Il oubliera bien sûr quelques graines, participant ainsi au reboisement de la forêt. Le froid. Vous avez sûrement remarqué que les oiseaux étaient plus gros en hiver. En fait, les oiseaux gonflent tout simplement leurs plumes de duvet pour emprisonner un maximum d'air. Cela va former une couche d'air tout autour d'eux, qui sera réchauffée par leur température corporelle, qui est de 41 degrés Celsius. C'est le même principe que lorsqu'on enfile un pull en laine. Nous avons vu que les oiseaux avaient des plumes qui les protégeaient de la pluie, les plumes de couverture, et du froid, les plumes de duvet. Mais ils ont quelques parties du corps sans plumes. Les yeux, ce serait moins pratique pour voir. Le bec, mieux vaut manger avec une fourchette propre. Et les pattes, qui sont aussi des outils qui doivent rester bien propres. Il faut donc réussir à protéger ces parties du froid. C'est pourquoi nous voyons souvent les oiseaux rentrer leur bec dans leur plumage. Pendant ce temps de repos, ils peuvent fermer les yeux pour les protéger du vent. Enfin, les oiseaux peuvent rentrer leurs pattes, mais pas les deux en même temps, sous leur plumage pour les protéger du vent ou de l'eau.
Nous allons maintenant voir quelques oiseaux que l'on peut rencontrer à Paris en hiver. Nous allons commencer par l'étourneau sansonnet. Est-ce que vous arrivez à retrouver la lettre ou le numéro de l'étourneau sansonnet? Il s'agit du N. L'étourneau sansonnet est à ne pas confondre avec le merle noir, le T. Ils se ressemblent énormément. Le merle est vraiment tout noir, alors que l'étourneau sansonnet sera avec des petites taches blanches ou avec des coloris marrons ou avec des reflets irisés au soleil. Voilà, il est très variable, mais en tout cas, il n'est jamais noir complètement. Son bec, le bec de l'étourneau n'est pas jaune non plus, alors, contrairement au merle noir. Enfin, lors de ses déplacements, l'étourneau va marcher dans l'herbe, alors que le merle va sautiller dans l'herbe. Voilà. Les étourneaux, ce sont des oiseaux omnivores qui mangent de tout, donc ils sont capables de rester toute l'année chez nous, même si c'est une espèce dite migratrice partielle, c'est-à-dire que certains individus vont rester sédentaires et d'autres vont migrer. On peut les rencontrer régulièrement en très très grands rassemblements, notamment en hiver. Donc ils forment de très grandes nuées dans le ciel, comme des bancs de poissons qui font des virages tous ensemble, c'est très impressionnant. Nous allons maintenant chercher le canard colvert. Canard colvert, c'est le numéro 1. Il est ici. Donc là, il s'agit du mâle, le mâle qui a la tête complètement verte en période nuptiale, en période internuptiale, donc en période hivernale, automne-hiver, il va être tout marron comme la femelle. Par contre, la différence, ça va être son bec qui va être toujours chez le mâle jaune flashy, vert jaune, contrairement à la femelle où le bec est jaunâtre. Donc la femelle, à la période de reproduction, elle reste toujours marron, comme ça elle se camoufle dans le feuillage pour couver ses œufs, et le mâle lui est coloré pour séduire les femelles, avec notamment ces petites plumes là qui rebiquent à l'arrière, très jolies. Le canard colvert est un oiseau sédentaire. Il mange avec son bec plat, c'est un herbivore, donc il est capable de manger de l'herbe dans les pelouses ou des plantes aquatiques dans l'eau. Donc il va barboter, donc barboter c'est le fait de basculer la tête dans l'eau et d'avoir toujours les fesses en dehors de l'eau, c'est ça, barboter. Donc il va barboter dans l'eau pour aller chercher des plantes aquatiques, donc à une assez courte distance, hein, contrairement au cygne qui aura un très long cou qui ira beaucoup plus loin. Donc ils peuvent manger des plantes aquatiques côte à côte, puisqu'ils ne vont pas attraper les mêmes plantes. Voilà, donc c'est un herbivore, il peut trouver de la nourriture un peu toute l'année, donc s'il est sédentaire, il n'a pas besoin de migrer. Donc en hiver, c'est un oiseau que l'on peut rencontrer très facilement. Tous ces oiseaux-là, vous les rencontrerez en hiver à Paris. Alors le canard colvert, il a un plumage imperméable. Vous avez certainement déjà vu dans l'eau les canards qui se baignent, on va voir de l'eau qui ruisselle, qui forme des gouttes sur leur plumage. Donc c'est vraiment dû à leurs plumes de couverture qui sont complètement imperméables. Nous allons maintenant chercher l'accenteur mouchet. L'accenteur mouchet, c'est un petit oiseau, taille du moineau domestique, mais qui a un bec fin. Donc c'est la lettre P. L'accenteur mouchet, à ne pas confondre avec le moineau domestique, donc ils se ressemblent beaucoup. Vu de dos, donc ils ont la même taille. Vu de dos, ils sont tous les deux marrons. Le mâle chez le moineau domestique va avoir son ventre gris clair et son casque voilà, sur la tête rouge bordeaux avec une bande grise. Et surtout, la grosse différence entre les deux oiseaux, l'accenteur mouchet a une couleur unie, marron uni, légèrement moucheté, et donc la grosse différence, c'est que le moineau domestique a un bec épais de granivore, alors que l'accenteur mouchet, comme son nom l'indique, c'est un insectivore. Il a un bec fin d'insectivore. Voilà, c'est la grosse différence. L'accenteur mouchet, on l'appelle le traîne buisson. Il est toujours à une altitude inférieure à 3 mètres de haut, et toujours dans les bosquets, dans les fourrés, dans les petits ronciers, voilà, toujours à traîner dans les buissons. C'est un oiseau migrateur partiel. Voilà, la plupart des individus vont quand même rester sédentaires, même si c'est un insectivore. Alors les insectivores purs vont migrer, donc certains individus vont migrer, mais la plupart vont changer de régime alimentaire en hiver, vont trouver quand même un petit peu d'insectes dans les fourrés, donc là où il y a toujours du feuillage vert, même en hiver, dans les ronciers, dans les arbustes, toujours verts. Donc ils vont trouver des insectes qui sont cachés dans ces feuillages pour passer l'hiver.
et en plus il est capable de manger des petits fruits, des petites graines. Donc c'est un oiseau qu'on retrouvera facilement en hiver par chez nous. Nous allons maintenant chercher la bernache nonnette. La bernache nonnette, donc les bernaches, ce sont des grandes oies. Donc elles sont là, les bernaches. La bernache nonnette, c'est la E, à ne pas confondre avec la bernache du Canada, lettre D. Donc la différence principale, ce sera au niveau de la tête. En fait, la bernache nonnette, donc comme son nom l'indique, elle est noire et blanche, couleur de nonne, et petite nonne, donc c'est un petit individu, contrairement à la bernache du Canada qui peut être beaucoup plus grosse. Et la grosse différence, ce sera au niveau de la tête, donc la bernache nonnette aura la face complètement blanche, alors que la bernache du Canada aura uniquement une bande blanche sous l'œil. Donc l'œil noir est compris dans la bande noire au sommet de la tête, à l'avant de la tête. Donc voilà la différence principale. Donc les bernaches, ce sont des oiseaux avec un bec plat, donc herbivores, qui peuvent manger de l'herbe ou des plantes aquatiques. Ils ont un plumage imperméable à l'eau, et ce sont des oiseaux migrateurs. Donc les espèces nordiques vont trouver de la nourriture voilà, en Scandinavie, de l'herbe, etc. Mais l'hiver va être très très intense dans ces pays, donc ils vont devoir migrer, venir plutôt chez nous, ou aller plutôt en Espagne, pour trouver de l'herbe plus facilement, qui ait un peu moins de neige. Ce sont des oiseaux migrateurs. Mais donc on peut les voir chez nous en hiver, les espèces scandinaves vont venir chez nous. Nous allons maintenant chercher le rouge-gorge familier. Donc c'est un oiseau assez facile à reconnaître, il a la gorge orange, c'est la lettre W. Le rouge-gorge familier, donc voilà son nom entier, c'est un petit oiseau donc en hiver qui est très rondouillard, donc printemps-été il va être plus fin, et en hiver il est vraiment très rondouillard. En fait c'est ce que je vous expliquais, le phénomène de gonflement des plumes de duvet qui vont emmagasiner, capturer une couche d'air tout autour d'eux pour les protéger du froid. C'est un oiseau insectivore, vous remarquez la forme de son bec, donc c'est un oiseau insectivore, donc c'est un migrateur partiel, donc la plupart des individus vont migrer, puisqu'ils sont insectivores, ils restent insectivores, en hiver pas d'insectes à Paris, donc ils vont devoir migrer, trouver un autre endroit avec des insectes, mais on a quelques individus un petit peu plus flemmards qui vont rester chez nous et qui vont du coup adapter leur régime alimentaire, et c'est pourquoi vous allez les voir si vous aidez les oiseaux en hiver en leur fournissant des boules de graisse, avec des graines. Donc sur les boules de graisse, vous aurez des mésanges qui s'accrochent, et les rouges-gorges vont se mettre en dessous, par terre, au sol, donc ils ne vont jamais s'accrocher aux boules, ils vont rester en termes de comportement au niveau du sol pour manger les restes de graines. Voilà, donc ils sont capables de manger des petites graines, hein, ils vont pas manger des gros glands ou des marrons avec leur petit bec. Nous allons chercher maintenant le troglodyte mignon. Troglodyte mignon, comme son nom l'indique, c'est l'un des plus petits oiseaux d'Europe, donc il est tout petit, tout mignon. C'est la lettre U. Donc je vous mets les trois espèces les plus petites d'Europe. Donc les deux plus petites d'Europe, ce sont les troglodytes mignons, le roitelet huppé, 7 cm, 7 grammes, et un qui est un petit peu plus gros, le grimpero des jardins. Tous ces oiseaux-là ont un bec fin, donc ce sont des insectivores. Et pourtant, ils sont sédentaires, malgré le fait qu'ils mangent des insectes. En fait, le fait qu'ils soient vraiment tout petits, ils ont besoin de moins d'énergie que les autres, donc ils vont se suffire à trouver quelques insectes, ça leur conviendra. Et où est-ce qu'ils vont trouver ces insectes? En hiver à Paris. Et ben les insectes vont, quand ils ne meurent pas, et il y en a qui vont essayer de se cacher pour essayer de passer l'hiver endormi, en diapause, donc se cacher souvent dans les anfractuosités des écorces des arbres, ou dans le feuillage toujours vert, donc des arbres ou arbustes à feuillage persistant en hiver. Et donc ces oiseaux, avec leurs petites pinces à épiler, leur petit bec fin, ils vont capturer dans les fourrés, dans les conifères, dans les anfractuosités des écorces, à capturer avec ces petites pinces à épiler les insectes. Voilà. Donc c'est le cas du grimpero des jardins qui va capturer les insectes dans les écorces, sur les écorces. Et le roitelet huppé va plutôt dans les conifères, et le troglodyte mignon plutôt dans les fourrés. Donc les fourrés toujours verts, les ronciers. Donc ce sont des oiseaux plutôt sédentaires.
Même si quelques individus peuvent, c'est le cas pour le troglodyte mignon, on a quelques individus nordiques qui peuvent venir chez nous en hiver, où on a un hiver un peu plus doux. Nous allons maintenant chercher le jet des chênes. Jet des chênes, c'est un très gros oiseau, famille des corvidés, famille des corneilles noires. Voilà, mais c'est un des rares corvidés qui n'est pas noir, c'est le numéro 10, jet des chênes. Donc voilà, de la même famille que la corneille noire. Vous voyez qu'ils ont d'ailleurs la même corpulence et la même forme de bec, ainsi que la pie bavarde. Voilà, donc ces trois oiseaux font partie de la famille des corvidés. Le jet des chênes, c'est l'un des rares qui ne soit pas noir. Donc même s'il a ce bec moyen, donc d'omnivore. Donc la corneille noire est plutôt omnivore, la pie bavarde aussi. Le jet des chênes, lui, aura quand même une particularité, aura une tendance à être très granivore et frugivore. D'où son nom de jet des chênes, puisque sa préférence va aux fruits des chênes, aux glands. Voilà. Donc il se reconnaît à cette grande corpulence, à ce corps tout marron, des petites plumes bleu azur sur l'épaule, un bec moyen et une moustache noire. Voilà, on l'appelle le gendarme des forêts puisqu'il va crier en premier dès qu'il va entendre des promeneurs en forêt qui cherchent des champignons. Voilà, donc il va prévenir toute la forêt. Donc lui, il a la particularité de manger énormément de glands, hein, donc de graines bien sûr, mais de glands surtout. Et lui, donc, il a la particularité de s'adapter en automne. Il va récupérer plein de fruits, plein de graines qu'il va pouvoir récupérer, aller les cacher avant l'hiver, les cacher donc sous les écorces, sous les racines des arbres, voilà, dans le sol, dans la mousse. Et en hiver, eh ben, il va récupérer, aller chercher ses petites cachettes, donc il aura une très grande mémoire. Voilà, c'est une famille, hein, les corvidés, d'oiseaux très intelligents, qui ont une très bonne mémoire, une grande capacité d'apprentissage. Donc voilà, donc les jets des chênes en font partie. Donc bien sûr, hein, comme je l'ai dit, ils vont oublier quelques graines, et donc ces graines oubliées vont pouvoir germer et donc redonner de nouveaux arbres. C'est un oiseau sédentaire, donc adapté à l'hiver chez nous. Nous allons chercher maintenant le héron cendré. Le héron cendré, c'est le numéro Z, ici, donc qui est ce qu'on appelle un échassier. Les échassiers sont des grands oiseaux avec des très grandes pattes, comme des échasses, et ces grandes pattes vont permettre à ces oiseaux de vivre dans des milieux de marécages ou de hautes herbes, voilà, pour pouvoir se déplacer facilement. Donc c'est le cas du héron cendré qui va pouvoir aller dans l'eau pour aller pêcher, puisqu'il est piscivore, avec son bec en forme de harpon, il va harponner du poisson. Donc il va pouvoir avancer dans l'eau comme ceci, avec ses grandes pattes, aller à une certaine profondeur et pêcher du poisson. Du coup, pour réchauffer ses pattes régulièrement, il va pouvoir les lever, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà, lever ses pattes, les rentrer dans son plumage pour se réchauffer. C'est un oiseau qui va trouver de la nourriture toute l'année chez nous, donc c'est un oiseau sédentaire. Nous allons maintenant chercher la mouette rieuse. La mouette rieuse, donc c'est un laridé, la famille des oiseaux marins. Il s'agit du numéro 8. Alors, à ne pas confondre avec le goéland argenté. La mouette rieuse est plus fine, plus petite. Le goéland argenté est légèrement plus gros, voilà, plus grand. Mais la différence principale reste la couleur du bec et des pattes. Donc la mouette rieuse a le bec rouge, pattes rouges. Alors s'ils sont plus jeunes, ce sera orange. Alors que le goéland argenté, c'est un bec jaune et des pattes roses, couleur chair. En été, printemps-été, à la période nuptiale, les mouettes, que ce soit mâle ou femelle, vont prendre ce coloris noir chocolat, tout le capuchon de la tête, noir chocolat en période nuptiale, alors qu'en hiver, vous verrez des mouettes avec uniquement un point noir derrière l'œil, donc au niveau de l'oreille. Euh, donc là, il aura la tête complètement blanche avec juste un point noir au niveau de l'oreille. Donc ça, c'est le plumage internuptial. Alors que le goéland argenté, il aura toujours la tête blanche, immaculée. Voilà. Sinon, les deux ont les ailes grises, argentées. Voilà, ils se différencient également au niveau du cri, et avec un petit peu d'habitude, on les différencie. Ce sont des oiseaux plutôt sédentaires, mais ils ont une forme de migration. En fait, ce sont des oiseaux qui vont plutôt vivre donc au bord de mer, par exemple en Bretagne, donc ils vont rester là-bas pour manger du poisson, principalement.
Donc ils sont capables de manger un peu de tout, hein. Ils s'adaptent, ils ont des becs assez moyens, donc ils peuvent passer omnivores. Et donc notamment des individus qui peuvent être un peu plus frileux que les autres vont pouvoir remonter les cours d'eau, remonter les fleuves, comme la Seine, pour arriver dans les grandes villes comme Paris, où il fait un peu plus doux, on a de la pollution atmosphérique, du coup il fait un peu plus doux. Ils vont trouver de la nourriture, donc ils peuvent manger des insectes, ils peuvent aller fouiller dans les poubelles. Donc voilà, donc c'est une forme de migration pour ces quelques individus qui vont préférer rentrer dans les terres pour se préserver des embruns hivernaux à la mer, sur la côte. Nous allons maintenant chercher la mésange charbonnière. Donc là, on est dans la famille groupe des mésanges, donc les oiseaux avec le ventre jaune. La mésange charbonnière, c'est celle-ci, ventre jaune, donc petit oiseau, avec la calotte, donc le bonnet noir comme du charbon, mésange charbonnière. À ne pas confondre avec la mésange bleue, puisque celle-ci a la calotte bleue. Ventre jaune également. On a une troisième espèce, alors il y a plein d'autres espèces de mésanges, je vous ai mis celle-ci. La mésange à longue queue, qui, celle-ci, n'a pas le ventre jaune. Elle est assez claire, hein, assez unicolore. Mais par contre, elle a le dos quand même plutôt rosé, rouge rosé. Voilà, cette petite coloration légèrement rosée. Euh, et donc ces trois espèces, les mésanges, ont des becs assez épais, donc qui vont être plutôt granivores, même s'ils sont capables de manger un petit peu de tout, un petit peu d'insectes, un petit peu de bourgeons, mais donc sinon ils sont plutôt granivores, frugivores. Donc sédentaires, ils mangent de tout, ils trouvent de tout chez nous. Et ils adaptent leur régime alimentaire aux besoins. Nous allons maintenant chercher la foulque macroule. La foulque macroule, là on est dans les oiseaux d'eau. On a deux espèces qui se ressemblent. La foulque macroule, c'est la K, et elle ressemble à la L, gallinule poule d'eau. Ces deux animaux vont vivre dans l'eau, au bord de l'eau, et donc ils se différencient, ils sont tous les deux tout noirs, hein, de taille moyenne. La principale différence, ce seront les becs. Le bec blanc, front blanc chez la foulque macroule, le bec rouge, front rouge et pointe jaune chez la gallinule poule d'eau. Donc gallinule poule d'eau, comme son nom l'indique, ça ressemble à la famille des gallinacées, hein. Pourtant on est dans une autre famille, on est dans la famille des rallidés. Mais elle a ses doigts fins comme les doigts des gallinacées, donc des poules, d'où son nom de poule d'eau, hein, voilà, puisqu'elle vit dans l'eau. Et elle hoche la tête comme les poules, d'avant en arrière. Pattes vertes, hein, d'où le nom latin Gallinula chloropus, qui signifie pattes vertes. Et contrairement aux foulques macroules qui ont les pattes gris bleuté, et surtout ils ont des doigts lobés, aplatis, ils ont les doigts aplatis comme les doigts d'un gardien de but, avec les gants d'un gardien de but. Donc ils vont lui permettre de nager, et surtout dans la vase, pour ne pas s'enfoncer dans la vase, ces doigts palmés, lobés, vont lui permettre de ne pas s'enfoncer. Voilà. Ce sont des oiseaux qui mangent plutôt des plantes aquatiques, et qui peuvent plonger dans l'eau pour aller chercher des plantes aquatiques plus loin, par exemple, que le canard colvert. Donc du coup, ce sont des animaux qui peuvent vivre côte à côte dans la même niche écologique sans s'embêter, sans se faire trop de concurrence. Et comme ils trouvent de la nourriture toute l'année, ils sont sédentaires. On peut avoir quand même des phénomènes de migration, hein. Ces individus vont pouvoir migrer pour pouvoir prospecter d'autres étangs. Mais sinon, voilà, ce seront plutôt des animaux qui vont rester toujours en France. Ils trouvent de la nourriture facilement. Nous allons maintenant chercher la grèbe huppée. Grèbe huppée, peut-être un oiseau un petit peu moins connu. C'est un oiseau qu'on trouve également sur les étangs. Il s'agit du numéro 2. Les grèbes huppées, ici vous avez la forme nuptiale, donc qui est très colorée, hein, avec des plumes très érigées, qui forment des aigrettes et des collerettes, et qui ont des coloris plutôt dans les tons rouge-orangé. Des plumes ébouriffées, caractéristiques. On aura une très belle période nuptiale, hein, donc le mâle et femelle sont identiques en termes de coloris, et on aura une très belle période nuptiale chez cette espèce. Les mâles et femelles vont se mettre face à face sur l'eau et bouger leur tête de gauche à droite, de haut en bas, voilà, formant une petite danse nuptiale. En hiver, attention, le plumage va changer et va se ternir, hein, rester dans les tons noir et blanc. Voilà. Donc les plumages n'ont plus besoin d'être colorés pour séduire les femelles.
Donc on va rester plutôt dans les couleurs discrets vis-à-vis des prédateurs, donc plutôt dans les noirs et blancs. Les grèbes sont des migrateurs partiels, c'est-à-dire que la plupart des individus vont pouvoir migrer, d'autres vont rester au même endroit. Nous allons maintenant chercher le pigeon biset. Donc les pigeons, vous les connaissez, ce sont des oiseaux de taille moyenne, de couleur grise. On en a deux ici sur la planche. Le pigeon biset est ici, lettre G, et le pigeon ramier, c'est la lettre H. Le pigeon ramier, c'est ce qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest. Voilà, c'est le même oiseau qui est chassé dans le sud-ouest. D'ailleurs, son nom latin, c'est Columba palombus, contrairement au pigeon biset qui est Columba livia, c'est pigeon biset de ville. Donc il se reconnaît, il a l'œil rouge. Le pigeon ramier a l'œil jaune. Le pigeon ramier est plutôt dodu. Le pigeon biset est plus svelte. Et il est tout gris avec deux barres alaires noires. Attention, les coloris rosé et vert sur le cou sont variables et on les retrouve également sur le cou des autres pigeons. Mais la grosse différence, ça va être cette tache blanche présente chez les pigeons ramiers, à gauche et à droite du cou, que n'ont jamais les pigeons bisets. Les pigeons sont des oiseaux sédentaires, donc on a toute l'année à Paris. Ils sont très adaptés à la ville, donc voilà, très bonne adaptation, donc on les retrouve toute l'année, il n'y a pas de souci. À l'état sauvage, à l'origine, les pigeons bisets vivaient dans les milieux de falaises, et donc justement, un cas d'adaptation notable, c'est le fait de nicher en ville, sur les bâtiments, qui forment des falaises artificielles. Voilà. Pigeon ramier va vivre plutôt dans les arbres, d'où le nom de ramier, il vit sur des rameaux, donc il va former des nids avec des rameaux, des branchettes, même si de plus en plus on voit des pigeons ramiers venir nicher sur les balcons. Nous allons maintenant chercher la grive musicienne. La grive musicienne, on est dans la famille des turdidés, la famille donc est taille du merle noir. Donc le merle noir est ici, et donc on a deux autres oiseaux qui lui ressemblent, de la même taille, avec la même forme de bec. La grive musicienne, c'est la lettre B, et la grive draine, la lettre O. La différence principale entre ces deux grives, alors il en existe plein d'autres, hein, mais les autres ce seront plutôt des grives hivernales qu'on verra en hiver chez nous, des grives comme la grive litorne et la grive Movis, qui vont venir des pays nordiques, et en hiver ils vont quitter la froideur de ces milieux pour trouver voilà une fraîcheur toute raisonnable chez nous et trouver leurs graines, fruits et graines qu'ils ont l'habitude de manger. Sinon, les grives musiciennes et grives draines sont plutôt sédentaires, même si on a quelques individus qui peuvent migrer, mais ces individus sont plutôt adaptés à notre climat, et donc ils vont pouvoir trouver leur nourriture chez nous, même en hiver, à savoir que la grive musicienne, donc ces oiseaux sont des oiseaux principalement granivores frugivores, mais la spécialité de la grive musicienne va être de manger également des escargots. Donc elle va attraper des escargots, des coquilles d'escargots, et les taper contre des pierres qui forment des enclumes pour casser les coquilles et manger les escargots à l'intérieur. Donc si vous voyez des restes de repas d'escargots, vous avez de grandes chances qu'il s'agisse de restes de repas de la grive musicienne. Alors que la grive draine, elle, sa spécialité, c'est de manger des boules de gui. C'est elle qui va disséminer principalement le gui en France, hein, dans les arbres. Donc en mangeant les boules de gui, ensuite elle va se déplacer, faire ses déjections dans les arbres. Et donc dans ces déjections, on va retrouver des graines qui vont germer dans les branches des arbres. Donc être parasites, semi-parasites. On va maintenant chercher la citelle torche-peau. La citelle torche-peau, c'est un petit oiseau avec un bec pointu. Il est là, c'est le numéro 6. Il a le dos bleu ardoise et le ventre orange, très joli, très vif, même si ce orange est très peu visible puisque c'est un oiseau qui est toujours plaqué le long des troncs d'arbres ou le long des grosses branches. Il va jamais au bout des petites branchettes, hein, il va rester sur les gros troncs ou branches. Plaqué au tronc, donc on le voit, c'est très discret, on le voit très peu avec ce coloris gris sur les troncs. Et par contre, si on a la chance de le voir, alors bien sûr on l'entend très souvent, on appelle l'oiseau au mille chants. Il a énormément de cris et de chants différents, et c'est un imitateur de chants d'autres oiseaux. Et lui, il va manger des graines, donc c'est un granivore,
Et donc même si le bec semble assez pointu, en fait il est quand même assez épais à la base, donc il peut casser des graines. Et en plus il va avoir une technique pour donc il va pas le casser comme ça avec son bec, hein, sinon il va quand même avoir du mal à casser des noisettes. Et mais il est quand même capable de manger des noisettes avec cette technique, en fait en coiçant ses graines dans les anfractuosités des écorces des arbres. Et donc une fois que la noisette va être coincée, et ben là il va être tranquille, pouvoir taper avec la pointe de son bec pour fendre la noisette et manger l'amande à l'intérieur. Voilà, donc c'est un granivore et qui va se déplacer sur les troncs d'arbres, et sa particularité, ça va être de descendre, c'est le seul qui est capable de descendre le long des troncs d'arbres, la tête en bas. Les autres oiseaux qui grimpent sur les arbres, comme le grimpero ou les pics verts, vont, s'ils voulaient descendre le long des troncs, ils le feraient à reculons. Là, la citelle, va pouvoir se retourner, faire demi-tour et descendre la tête en bas. Donc c'est un oiseau sédentaire. On va maintenant chercher le cygne tuberculé. Donc là, pas grande difficulté. Il s'agit de ce grand canard avec un grand cou, tout blanc. Cygne tuberculé, il a le bec orange, contrairement à d'autres cygnes qui ont le bec jaune. Et donc il a ce fameux tubercule à la base du bec, sur le sommet, qui va être un peu plus gros chez les mâles que chez les femelles. Ce sont des oiseaux migrateurs partiels, donc on a quelques individus qui vont migrer, hein, donc ils ont un plumage quand même assez épais, donc ils peuvent aller dans les pays scandinaves, mais en hiver, ces individus vont revenir chez nous, voilà. Et donc certains individus vont rester sédentaires. Donc comme je l'expliquais, ils sont herbivores, vont manger des plantes aquatiques plus profondément que les canards par exemple, et donc voilà, ils vont trouver leur nourriture sans souci. Donc on a beaucoup d'individus qui vont rester chez nous en hiver. On va maintenant chercher le pinson des arbres. Petit oiseau qui vit en très grand groupe. Donc il s'agit ici du numéro 3, pinson des arbres. Le bec est épais, donc c'est un granivore frugivore. Et donc il vit toujours en communauté, hein. Si vous voyez un pinson, il y a toujours au moins 10 pinsons pas très loin. Donc les mâles se reconnaissent parce qu'ils sont très colorés, bleu ardoise sur la tête et plutôt rouge sur le ventre. Les femelles seront d'un beige uni, mais elles auront des deux barres blanches sur l'aile, blanc jaunissant, très visuellement bien visible. Bec épais. Voilà. Attention, la femelle, faut pas la confondre avec la femelle du moineau domestique qui sera également unie, couleur beige, avec un bec épais. Par contre, il n'y aura qu'une petite barre blanche sur l'aile, contrairement au pinson, à la pinsonne. Voilà. Donc granivore, donc on trouve toute l'année chez nous. C'est un migrateur partiel. Certains individus vont migrer. Voilà, en fait, on a des individus, encore une fois, du nord, qui vont venir chez nous en hiver. Le martin pêcheur. Martin pêcheur, il est juste à côté. Il s'agit du numéro 4, ici. Martin pêcheur se reconnaît très facilement. Il a des coloris très flashy. On peut pas le confondre avec autre chose. Bleu azur sur le dos, orange vif sur le ventre. Par contre, il est très discret, très difficile à voir. On peut entendre un petit pip, un petit chant tout d'un coup au bord de l'eau, tourner la tête et hop, voir une flèche bleue qui se déplace très vite. Et si on a la chance qu'il se pose pas très loin, on va pouvoir l'observer et peut-être le voir, avoir la chance de le voir pêcher du poisson, puisqu'il a un bec de piscivore pour harponner du poisson. Alors donc lui, il va trouver du poisson toute l'année chez nous. C'est un migrateur partiel, donc certains individus vont migrer, mais d'autres vont rester sédentaires et ils trouveront du poisson chez nous. Mais attention, en hiver, ça peut être une catastrophe chez les martins pêcheurs. Ils sont très sensibles à l'hiver. S'il y a des intempéries, la surface de l'eau va avoir beaucoup de vaguelettes, donc ils vont pas voir les poissons. Ils vont avoir du mal à pêcher, à attraper leurs poissons, à attraper leurs proies. Surtout si c'est gelé, voilà, c'est fichu. Et donc ce sont des petits animaux qui vont mal supporter le froid, donc on peut avoir de grandes pertes en hiver pour les oiseaux sédentaires. Même si, du coup, comme ils sont quand même de très bons reproducteurs, les effectifs vont pouvoir se reformer assez rapidement dès la belle saison. On va maintenant aller du côté du faucon cresserelle, donc une grande espèce. Il est ici, c'est le numéro F. Alors c'est une grande espèce, hein, voilà, sur cette planche, mais il reste dans les petits rapaces. Donc c'est un rapace, bec crochu de carnivore. Les cerfs, des cerfs acérés,
avec des griffes acérées pour capturer les proies des rongeurs ou des oiseaux. Donc voilà, et les faucons font partie des petits rapaces, contrairement aux buses ou aux aigles. Donc le mâle va se reconnaître avec cette tête grise et queue grise, contrairement à la femelle qui sera toute rousse. Voilà. C'est un oiseau qui va manger donc, comme j'ai dit, des oiseaux et des rongeurs. Alors à la campagne, ils vont manger 80% de rongeurs. En ville, à Paris, il va s'adapter, hein, parce que les rongeurs, c'est quand même assez difficile à attraper dans les rues, là où il y a des bancs et des arbres. Donc il va plutôt aller capturer des proies comme les petits oiseaux, des moineaux, etc. Donc ces proies, il les trouve toute l'année. Donc c'est un oiseau plutôt sédentaire, même si certains individus peuvent migrer. La bergeronnette des ruisseaux. Allez, on termine avec la bergeronnette des ruisseaux. C'est cet petit oiseau, donc avec le ventre jaune. Donc la bergeronnette des ruisseaux est très colorée, gris sur le dos, jaune soleil sur le ventre. Donc gris bleuté, voilà, ça fait penser au ruisseau. Contrairement à la bergeronnette grise, donc elle qui est vraiment gris et blanche, donc noire et blanche, hein, dans les tons grisés. Alors que la bergeronnette des ruisseaux est plutôt colorée. Bec fin d'insectivore. Donc vous voyez là on est chez des insectivores, mais complètement sédentaires. Donc ce sont les insectivores qui vont rester toute l'année chez nous, donc ils vont se suffire à trouver quelques insectes. Donc comme ils ont un petit corps, hein, ils n'ont pas besoin d'énormément d'insectes non plus, ils vont quand même trouver un petit peu d'insectes, mais plutôt là dans les milieux, bord de mare, bord de ruisseau. Donc ils vont trouver également des insectes, même dans l'eau, hein. Ils vont quand même réussir à capturer quelques larves d'insectes, quelques insectes en bord d'eau. Donc d'où le fait qu'on pourra les voir toute l'année chez nous. On les appelle des hoche-queues, hein, c'est les bergeronnettes. Elles ont toujours un comportement, la queue qui va osciller de haut en bas. Voilà, donc ça c'est caractéristique. Enfin, nous allons terminer avec le piquet-pêche. Donc le piquet-pêche, il nous reste plus que le M, à ne pas confondre avec le C, voilà, le pic vert. Donc là, on est dans des coloris différents. Donc, mais ce sont tous les deux des pics. Le pic vert, bien sûr, est vert. Et le piquet-pêche va être noir et blanc avec quelques taches rouges, notamment sur le croupion, les fesses de l'oiseau. Le mâle aura la nuque rouge, la femelle aura la nuque complètement noire. Ce sont des oiseaux insectivores, donc insectivores, mais pourtant ils n'ont pas un bec très fin, parce qu'en fait, eux, ils ont adapté leur technique pour se nourrir. Ils vont taper les écorces des vieux arbres pour casser l'écorce et attraper les larves d'insectes qui seraient à l'intérieur de ces vieux arbres. Donc du coup, ils ont un bec adapté à ce comportement, assez épaissi à la base, donc en forme de poignard, pour pouvoir casser les écorces et ainsi manger les larves d'insectes en dessous. Du coup, ils sont sédentaires, ils n'ont pas besoin de migrer pour trouver des insectes puisqu'ils trouvent leur repas dans des endroits cachés où les insectes arrivent à passer l'hiver protégés du froid. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé avec les oiseaux, les adaptations des oiseaux en hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.